Les coups à la porte arrivèrent juste après midi, quand le lac gisait immobile sous le ciel pâle d'hiver, et les bouleaux nus se dressaient, comme des sentinelles, au bord de la cour. J'ouvris la porte pour trouver mon père sur le porche, les épaules droites comme s'il apportait de bonnes nouvelles. Ses mains, autrefois durcies par des années à remonter des casiers de la baie de Quiberon, tremblaient maintenant légèrement, tandis qu'il fouillait dans la poche de son manteau. Il posa l'enveloppe sur ma table de cuisine avec une floriture, comme s'il présentait un cadeau. Un chèque de banque glissa dehors. Sa typographie nette annonçait 12 000 euros. « Voilà », dit-il en s'installant dans la chaise en face de moi. « Assez pour que tu recommences. Tu peux trouver un endroit à Paris, peut-être même à Lyon. Le cottage a trouvé preneur maintenant, 3 millions, offre comptant. » C'était la chose intelligente à faire. Je gardai mes yeux sur le chèque, mes doigts reposant légèrement sur la clé d'acier que je portais sur un cordon autour du cou. L'air entre nous portait la faible odeur de son eau de Cologne. Trop forte pour la pièce. « Tu as vendu le cottage ?» dis-je, ma voix ferme. « Tu étais trop occupé pour le gérer », répliqua-t-il rapidement, son ton habillé de raisonnabilité. « Tu cours les chantiers sur toute la côte. Tu te tues au travail. Je t'ai sauvé de la noyade dans les responsabilités. Comme ça, tu peux être libre. » Je le laissai parler. Il prit mon silence pour de la résignation, un petit sourire courbant sa bouche. Il parla d'investissement, d'un acheteur impatient de rénover, de la générosité qu'il y avait à me donner un chèque au lieu de me laisser sans rien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais assise dans le bureau de Claire Naguet à Lorient seulement 3 jours plus tôt, signant des documents qui transféraient le cottage dans une fiducie irrévocable. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une alerte fraude était déjà déposée au bureau des hypothèques du Morbihan, attendant comme un piège. Je soulevai le chèque, le tournai une fois dans ma main et le reposai sur la table. Mon père se renversa en arrière, certain d'avoir gagné. Je me levai de ma chaise et marchai vers la fenêtre, le lac s'étendant en silence, les pins imperturbables face à ses machinations. Je respirais lentement, rassemblant le sang-froid qui m'avait porté à travers des tempêtes plus rudes. Quand je me retournai, je souris. Et ce fut le moment où il aurait dû réaliser qu'il était entré dans une histoire déjà écrite par quelqu'un d'autre. Le chapitre suivant de cette histoire commença par un murmure porté depuis un bar de Carnac. Après le départ de mon père cet après-midi-là, le cottage tomba dans le genre de silence qui porte la mémoire dans ses murs. Je m'assis à la table, le chèque gisant toujours où il l'avait placé, et pensais aux hivers qui avaient passé depuis la mort de ma mère. J'avais 24 ans alors, assez âgé pour savoir ce que la perte représentait, mais trop jeune pour comprendre à quel point elle serait permanente. Le juge des successions à Lorient signa les papiers transférant le cottage vers moi, une formalité qui ressemblait moins à un héritage qu'à une sentence. Mon père était déjà devenu agité, son attention dérivant vers des aventures rapides et des promesses chuchotées d'argent facile. Moi, je restais. Quelqu'un devait le faire. Le cottage s'effondrait sur lui-même, les bardeaux du toit se courbant, les fenêtres gonflées par la pourriture, les planchers s'affaissant où l'eau s'infiltrait. Je travaillais sur des chantiers à Vannes pendant la journée et revenais arracher le papier peint, remplacer les solives et poncer les lames de parquet la nuit. Mes mains durcirent. Mon dos apprit la douleur du labeur, mais je continuais. Chaque poutre réparée était une ligne de dialogue entre ma mère et moi, une que je n'étais pas prête à oublier. À travers ces années, les appels de mon père arrivèrent régulièrement. Il avait besoin de prêts relais, d'argent liquide pour réparer un camion, d'aide pour couvrir les paiements hypothécaires en retard sur une maison à Quimper qu'il jurait pouvoir revendre. Je dis oui trop souvent. Je me disais que c'était un devoir familial, que si je refusais, il sombrerait dans la ruine. En vérité, une partie de moi croyait que le contrôle équivalait à la sécurité. Si je tenais les cordons de la bourse, je pouvais prévenir le désastre. Mais le contrôle a un coût. Chaque euro que je lui envoyais m'enfonçait davantage dans le silence. Un silence où je ne demandais pas pourquoi il avait besoin de temps. Ne pressais pas pour des promesses que je savais qu'il ne tiendrait jamais. Je devins le mur solide contre lequel il s'appuyait, même si le poids de cela me pliait.
Le cottage, cependant, ne me trahit jamais. Chaque hiver, j'alimentais le poêle à bois, regardais la neige s'accumuler contre les marches de pierre et me rappelais que cette maison était la preuve que je pouvais endurer. Pourtant, l'endurance n'est pas la même chose que la liberté. Ce fut Olivier qui me le rappela, avec un murmure porté depuis un bar de Carnac. Ce fut Olivier qui brisa le silence. Il appela tard dans la soirée, sa voix portant le malaise de quelqu'un qui aurait préféré ne pas avoir à parler. Il me dit qu'il était dans un bar de Marina à Carnac, écoutant à moitié le bavardage autour du whisky bon marché, quand la voix de mon père trancha l'air. Ronan s'était vanté à quiconque voulait l'écouter que la maison du lac disparaîtrait dans la semaine. Un marché déjà arrangé, l'argent pratiquement dans sa poche. Olivier fit une pause comme s'il n'était pas sûr de continuer, puis ajouta la partie qui fit se serrer ma poitrine. Mon père avait dit à la table que j'étais trop naïve pour remarquer une signature glissée sous ma main. Il rit quand il le dit. Ce rire, même de seconde main, me fit l'effet d'une lame. Le matin, j'étais assise dans le bureau de Claire Naguet à Lorient. Claire m'avait été recommandée des années auparavant, mais je n'avais jamais eu de raison d'appeler. Elle m'accueillit avec un calme mesuré qui apaisa mon propre pouls. J'exposai l'histoire, les dettes, le chèque sur ma table, l'avertissement d'Olivier. Elle écouta sans interruption, puis se pencha en avant et me dit clairement qu'une procuration falsifiée était déjà en mouvement. Si nous n'agissions pas, le bureau d'enregistrement pourrait enregistrer un acte avant que je sache qu'il existait. Nous agîmes rapidement. Claire prépara les documents transférant le cottage dans une fiducie irrévocable, me nommant bénéficiaire à vie et fiduciaire. Je signai chaque page avec des traits délibérés, consciente du poids dans ma main. Elle rédigea aussi un affidavit d'alerte fraude pour le bureau des hypothèques du Morbihan. Ce dépôt, expliqua-t-elle, agirait comme un piège. Toute tentative de glisser un document falsifié déclencherait un examen. En sortant de son bureau, l'air froid de l'Orient frappa mon visage avec la force de la certitude. J'avais finalement tracé une ligne que personne, pas même mon père, ne pouvait franchir. Les jours après ma rencontre avec Claire se déroulèrent avec un rythme étrange, chaque heure partagée entre l'attente et le travail. Je voulais des preuves, pas seulement des soupçons. Alors je remplis le cottage de témoins silencieux, de petites caméras cachées au-dessus de l'embrasure de la porte, dans les chevrons de la cuisine, dans le bureau où mon père aimait étaler des papiers sur le bureau. Leur lumière rouge clignotait seulement pour moi. Petit phare de détermination. Claire arrangea qu'un expert en écriture manuscrite de Paris examine des échantillons que j'avais gardés. Anciens formulaires d'impôt, le testament de ma mère, lettres que j'avais signées pour les réclamations d'assurance. Côte à côte avec la supposée procuration, les contrefaçons se trahirent elles-mêmes. Boucle trop superficielle, pression inégale, une signature élaborée par quelqu'un qui pensait que la pratique pouvait remplacer l'intimité. Pendant ce temps, Claire traça l'activité bancaire liée à l'acheteur. Le compte menait à un homme dont je me souvenais des barbecues d'enfance, un des compagnons de poker de mon père de Quimper. L'argent se déplaçait entre eux en mouvements agités, petits dépôts, retrait soudain, puis silence. C'était moins une transaction commerciale qu'un bonneteau, et les pièces tombaient déjà de ses mains. Martha Leclerc au bureau d'enregistrement appela Claire tard un soir. Elle avait signalé un paquet déposé après les heures, des documents qui semblaient précipités, des signatures qui la firent froncer les sourcils. Elle promit qu'il ne passerait pas inaperçu. Dans sa voix ferme, j'entendis le genre d'alliance silencieuse qui ne peut pas s'acheter. Olivier s'offrit à venir pour aider avec les caméras ou simplement pour s'asseoir avec moi pendant l'attente. Je lui dis non. Le contrôle semblait plus sûr que la compagnie, et je me convainquis que j'avais besoin de diriger chaque détail seul. Sa déception fut douce mais audible avant qu'il raccroche. Je me détestais un peu pour cela, mais je ne pouvais laisser personne toucher les bords de mon plan. Quand mon père appela pour m'inviter à dîner, j'étais prête à laisser la scène se préparer d'elle-même.
Le restaurant du sommet trônait sur le front de mer de l'Orient, des fenêtres de verre encadrant la lumière du phare contre un horizon pâle. Mon père l'avait choisi avec la flourish d'un homme célébrant la victoire. Quand j'arrivais, il était déjà à table, une bouteille de vin refroidissant dans son seau, des menus étalés comme des accessoires dans une pièce de théâtre. « Assieds-toi, Sabine, dit-il, sa voix pleine de gaieté. C'est une soirée d'adieu, mais aussi de commencement. Tu verras. » Je pris ma place, pliant la serviette sur mes genoux, comme si rien en moi ne tremblait. Il versa 2 verres de vin, levant le sien en toast. « À ta liberté, dit-il. Plus jamais porter cet endroit seul. Je t'ai libéré du fardeau. Je laissai mon verre toucher le sien, bien que je ne bus pas. » Il se renversa en arrière, la satisfaction illuminant son visage. « Tu devrais me remercier. 3 millions, ce n'est pas un mauvais prix. J'ai sécurisé notre avenir et les 12 000. C'est ma façon de m'assurer que tu retombes sur tes pieds. » Les mots glissèrent sur moi comme de la glace. Il voulait que je sois reconnaissante d'être exclue de ma propre vie. À la place, je souris faiblement, l'expression qu'il prit pour de la reddition. À mi-chemin du repas, Claire entra. Elle feignit la surprise en me voyant, demanda si elle pouvait se joindre à nous. Les sourcils de mon père se levèrent, mais il gesticula poliment vers la chaise vide. Il croyait encore tenir toutes les cartes. Pendant que le serveur débarrassait nos assiettes, il commença à parler plus librement, peut-être enhardi par le vin. Sa voix devint plus douce, bordée de quelque chose de brut. « Tu sais, Sabine, ta mère t'a toujours favorisée, même dans son testament. Cette maison aurait dû être mienne de droit. J'ai construit le ponton, réparé le toit, payé les impôts quand elle ne pouvait pas. Et qu'est-ce que le juge a fait? Il t'a tout donné comme si j'étais une arrière-pensée. » Je l'observais attentivement. Sous l'arrogance gisait la blessure qui motivait chaque stratagème. Il n'avait pas seulement vendu le cottage. Il avait essayé d'effacer l'affront qu'il croyait que ma mère avait gravé dans la pierre le jour où la succession s'était terminée. Claire croisa mon regard et fit le plus petit signe de tête. Le masque glissait. La scène était presque prête pour la vérité, qui le briserait. Le moment arriva plus tôt que prévu, quand le dîner bascula de la performance au procès. Le serveur posa de nouveaux verres de vin et Claire se pencha en avant, son ton presque conversationnel. « Ronan, il se trouve que je suis passée au bureau d'enregistrement cette semaine. Timing intéressant sur certains documents déposés sous ton nom. » Sa fourchette s'arrêta en l'air. « Quel document ?» Elle fouilla dans son sac et glissa un dossier sur la table. À l'intérieur, gisèrent des copies des dépôts de fiducie, tamponnés et datés 3 jours avant. Ce cottage n'est plus vulnérable à tes signatures. Il appartient à une fiducie irrévocable avec Sabine, comme bénéficiaire à vie. Tout acte tenté après est nul. Le visage de mon père s'assombrit. Il feuilleta les pages comme si l'incrédulité pouvait défaire l'encre. « Tu ne peux pas me faire ça. J'avais déjà un acheteur. » La voix de Claire était calme, clinique. Le soi-disant acheteur est lié à un compte fictif à Quimper, rattaché directement à un de tes connaissances du poker. Les fonds n'ont jamais passé le séquestre. Si tu as représenté le contraire, cela qualifie comme fraude. Il claqua le dossier. Tu penses être intelligente, mais j'ai investi des années dans cette propriété. Payer des factures quand ta mère ne pouvait pas. Sabine me doit. Je sentis les mots brûler, mais gardai ma contenance. Je ne te dois pas un vol. Il se pencha plus près, baissant la voix comme si les secrets pouvaient le sauver. Tu ne comprends pas. Je me noie. Thomas et Linders me respirent dans le cou. Je ne peux pas marcher dans le port sans que quelqu'un me rappelle mes dettes. Vendre cet endroit était ma chance de rester à flot. L'expression de Claire durcit, et falsifier une signature, exploiter ta propre fille sous la loi française, c'est fraude documentaire, tentative de vol par tromperie et exploitation financière d'un membre de la famille. Le procureur pourrait porter plainte demain. Pour un moment, l'arrogance s'évacua de lui. Ses yeux se dirigèrent vers la fenêtre, où le phare clignotait contre le ciel qui s'assombrissait. Puis il se redressa, convoquant une dernière défense. « Alors quoi maintenant? Vous allez me traîner menottée ?»« Pas encore, » dit Claire. « Les procureurs pèsent de souvent la restitution. Si tu commences le remboursement, si tu coopères, cela peut affecter comment les charges sont poursuivies.
Mais ne t'y trompe pas, ton exposition est réelle. Et l'horloge a déjà commencé. Le silence s'installa entre nous, épais comme la marée, dehors. Il bougea dans sa chaise, soudain plus petit, et je réalisais que ce dîner n'était pas un adieu. C'était la première audience de son jugement. Le matin après le dîner, je conduisis de retour au bureau de Claire, avec la marée encore basse le long de la côte de l'Orient. Le dossier de la nuit précédente gisait ouvert sur son bureau, ses pages marquées d'onglets jaunes. Elle demanda quel résultat je voulais, son ton ferme, ses yeux cherchant la ligne que j'étais prête à tracer. « Je ne veux pas que ça soit balayé sous le tapis, dis-je. Mais je ne veux pas non plus le voir en combinaison orange s'il y a une autre façon. » Claire hocha la tête, déjà en train de rédiger. Nous initierions une action civile, non pour punir, mais pour préserver l'effet de levier. En même temps, elle dessina un cadre de restitution. Ronan commencerait les remboursements de tous les actifs qu'il pourrait liquider, assisterait à un conseil financier obligatoire et signerait un engagement lui interdisant de me contacter au sujet de la propriété ou de tenter d'interférer avec la fiducie. Toute violation déclencherait à la fois le cas civil et le renvoi criminel en attente dans les coulisses. Quand j'expliquai ceci à Olivier autour d'un café à Vannes, il fronça les sourcils dans sa tasse. « Tu te rends compte de ce que ça va lui faire ? Il dira qu'on le détruit, pas qu'on le sauve. » Je regardais mon cousin, fatigué de l'équilibre que je devais tenir. Peut-être que les deux peuvent être vrais. Je ne peux pas ignorer ce qu'il a essayé de me prendre. Mais je ne suis pas aveugle à ce que signifie poursuivre son propre père. L'admission laissa un goût de cendre dans ma bouche. Je craignais le poids de la disgrâce publique. Craignais que même des étapes justifiées puissent couper quelque chose au-delà de la réparation. Mais je savais aussi que le silence n'inviterait qu'une autre tentative. Olivier serra les lèvres, puis finalement hocha la tête. « Si c'est ce qui te garde en sécurité, je serai avec toi. » C'était une paix fragile, une qui me rassura tandis que je me préparais à changer toutes les serrures de ma vie. De retour au cottage, je commençai par les serrures. La nouvelle quincaillerie brillait contre les vieilles portes de pin. Chaque tour de clé anglaise était un rappel que le contrôle pouvait être pratique, pas seulement symbolique. Je marchais le long du rivage après, marquant les endroits où l'érosion avait rampé plus près. Sous les règles du plan local d'urbanisme, j'installais de bas tampons de pierre et des plantations indigènes, construisant une défense silencieuse contre des forces plus vieilles et plus patientes que toute querelle familiale. À l'intérieur, j'accrochais 2 cadres au-dessus de la cheminée. L'un contenait l'acte original de ma mère, le papier jauni, mais encore lisible dans son écriture soignée. L'autre affichait le nouveau certificat de fiducie, preuve nette et formelle que l'histoire du cottage ne s'était pas terminée par la trahison. Ensemble, ils racontaient une lignée de survie. Ronan essaya de se faufiler quand même. Il appela Olivier, filant les mêmes lignes fatiguées sur la loyauté familiale, sur comment j'avais été empoisonnée contre lui. Olivier me dit plus tard qu'il avait écouté, mais cette fois, il ne plia pas. « Si tu veux parler d'argent ou de la maison, dit-il à Ronan, fais-le à travers Claire. » Entendre cela me donna un soulagement si aigu qu'il ressemblait presque à du chagrin. À ma prochaine rencontre avec Claire, je me trouvais à confesser ce que je n'avais pas osé nommer. Plus je resserre les choses, plus je me sens seule, admis-je. Je continue à penser que si je contrôle chaque charnière et chaque euro, rien ne peut me toucher. Mais cela ne laisse aucune place pour que quelqu'un d'autre se tienne à mes côtés. Claire ferma le dossier doucement. « La sécurité compte, dit-elle. Mais les murs peuvent se transformer en cage si tu n'ouvres jamais la porte. » Ces mots persistèrent avec moi, longtemps après mon départ, portant dans les dernières semaines d'été, quand les rues de Vannes se remplirent de visiteurs et l'air suggéra le changement. Fin août, les rues de Vannes pulsaient de touristes. Le marché fermier se remplit de caisses de myrtilles et de pots de miel. Le parc du port déborda de familles, écoutant de la musique près de la baie. Le rythme d'une ville qui semblait intouchée par des guerres privées, comme la mienne. Ronan avait commencé la restitution sous la supervision de Claire. Les paiements étaient petits,
couper des salaires qu'ils gagnaient en réparant des bateaux à Ethel, mais ils arrivaient à temps. Je gardais chaque reçu dans un dossier, non pour la vengeance, mais parce que le record comptait plus, que ces promesses ne l'avaient jamais fait. J'avais besoin de mon propre acte de réparation, un qui s'étendait au-delà des liens du sang. Alors j'établis une petite subvention à travers un conservatoire foncier local conçu pour aider les propriétaires à combattre la fraude d'actes. Quelques demandes arrivèrent en semaine. Des gens avec des histoires trop familières, signatures questionnées, voisins contraints. Pour la première fois en moi, je sentis ma vigilance construire quelque chose plutôt que seulement garder contre la perte. Puis, une lettre arriva dans l'écriture de Ronan, sans ornement et simple. Aucune excuse, aucune justification, juste une seule demande de se tenir sur la route et regarder le cottage, une fois de plus. Je portai la lettre au lac, la lus sur les marches de granit où ma mère avait l'habitude de s'asseoir. La demande était modeste comparée aux dommages causés, et pourtant elle remua quelque chose de compliqué. Après des jours de réflexion, je permis une visite, supervisée depuis l'accotement de gravier au-delà de la grille. Quand il vint, il garda ses distances. Il regarda les lignes du toit, la cheminée de pierre, les bouleaux bougeant dans la brise de fin d'été. Son visage était illisible, mais son silence fut la chose la plus proche du respect que j'ai jamais reçu de lui. En septembre, je compris que l'avenir serait écrit en frontières, pas en marchandage. Une année passa en incréments mesurés, marquée non par le drame, mais par des étapes fermes et délibérées. Chaque mois, Claire m'envoyait des mises à jour, la conformité partielle de Ronan, petits paiements enregistrés, séances de conseil auxquelles il assistait. Rien de cela n'effaça ce qu'il avait fait, mais cela sculpta un rythme de responsabilité avec lequel je pouvais vivre. Quand je rencontrai Claire dans son bureau de Lorient, elle étala le dossier sur le bureau. « Il respecte les termes, dit-elle. Pas parfaitement, mais assez constamment pour garder l'action civile en suspens. » J'hochai la tête. Ce n'était pas le pardon que je ressentais, ni la douleur creuse de la colère non résolue. C'était quelque chose de plus silencieux. La reconnaissance que je ne pouvais pas le réparer, seulement réparer les lignes qu'il avait autrefois franchies. De retour au cottage, l'air portait la première morsure de l'automne. J'avais préparé une boîte d'ombre pour la cheminée. À l'intérieur, je plaçais 3 choses. La clé d'acier que j'avais portée autour du cou, le certificat de fiducie avec le tampon de dépôt net de Claire et la photographie du cottage que ma mère avait prise l'été avant sa mort. Ensemble, ils racontaient une histoire de survie, de ce qui avait presque été pris et ce qui avait été réclamé. Je reculais et étudiais l'exposition. La clé n'avait plus besoin de reposer contre ma peau. Elle appartenait là, derrière le verre, comme artefact et promesse. Le cottage respirait avec sa propre vie silencieuse autour de moi. Ses murs ne tremblaient plus sous la menace. Dehors, les bouleaux se balançaient et le lac attrapa la lumière comme du verre poli. L'ombre de mon père persistait quelque part au-delà de la grille, mais il ne se tenait plus à l'intérieur. Cette frontière était mienne à garder, et j'avais l'intention de la tenir. L'histoire du cottage n'était pas terminée.